En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour Pierre Moscovici, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes ensemble pendant un quart d'heure. Croyez-vous à une surprise du président de la République dans cette déclaration? Est-ce que cette surprise, si elle a lieu, vous gêne? La seule surprise qui pourrait arriver, c'est qu'il ne soit pas candidat, parce que, honnêtement... de bonne humeur ce matin. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est très intéressant, ces conjectures, mais tout le monde le sait. Nicolas Sarkozy est candidat. Je me demande d'ailleurs s'il pense de temps en temps encore à présider la République, parce que depuis déjà ce week-end, depuis le duo avec Angela Merkel, qui a annoncé qu'elle allait le soutenir dans des meetings, mais déjà bien avant, on le sait, on a un président candidat. Et on a un président candidat... Il cherche un choc, on a un président candidat... Disent les entourages. On a un président candidat qui fait campagne aux frais du contribuable, protégé derrière sa fonction, dans l'ambiguïté permanente, ne se retenant jamais d'attaquer François Hollande et les socialistes. C'est une hypocrisie absolue. Et je pense que c'est une hypocrisie choquante qui fait que, un, quand il sera candidat, il n'y aura pas fait d'effet de surprise, et deux, qu'on est actuellement dans une sorte d'usage abusif de la fonction présidentielle. Et donc, moi j'ai envie de dire, franchement, le plus tôt c'est le mieux, parce que ce qui compte, c'est pas la surprise, c'est que le débat commence. C'est ça. La date pour surprise, vous, n'aura aucune importance. Ce qui comptera, c'est pas le moment où il va entrer en campagne, c'est comment il va entrer en campagne, c'est ce qu'il dira, c'est ce qu'il est capable de recréer autour de sa personne, très rejeté, autour de sa politique, une adhésion à nouveau. Ce que, personnellement, j'ai du mal à imaginer, tant les Français sont frappés quand même par le fait que ce président, depuis 5 ans, a échoué en presque tout. Et je vais le résumer d'une formule. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à son bilan. Il peut se comporter comme un président qui n'est pas responsable des 5 dernières années, c'est ce qu'il avait fait dans son émission télévisée. Au fond, rien n'allait. Et il fallait tout changer. C'est lui qui est là. Il peut se comporter comme un président déjà réélu, c'est-à-dire en prenant des mesures pour l'avenir. Tout ça n'échappera à personne. Ce sont de grosses ficelles. Alors, plusieurs questions avec Mickaël. D'abord, dans le dîner du CRI, vous y étiez hier soir. Quelle a été la volonté exacte de François Hollande? C'est la civilité républicaine ou une manière quand même, en allant vers le président, en lui serrant la main, d'apaiser le ton de la campagne après l'épisode Guéant ou l'épisode Morano ou d'autres épisodes? Non, c'est, je veux dire, une civilité, oui, une courtoisie républicaine. François Hollande était à une table non loin de celle du chef de l'État, comme moi d'ailleurs, et il a tenu à aller saluer des personnalités, Simone Veil d'abord, qui est pour les Français une dame que tout le monde respecte, et aussi les parents du soldat Chalit, qui se trouvaient être assis à côté du président de la République, parce que cette libération, celle-là, elle a fait plaisir à tout le monde. Et on sait que beaucoup de communes, à commencer par la commune de Paris, avaient mis le portrait de Gilad Shalit devant les mairies. Donc, étant à côté du président de la République, franchement, ça aurait fait un peu curieux de ne pas le saluer. Donc, il a été le saluer. Donc, il y a une part de courtoisie aussi. La courtoisie républicaine, Nicolas Sarkozy, il est jusqu'au 6 mai président. Mais l'image est à la une de tous les journaux. C'est cette poignée de main entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ça veut dire aussi que la politique, c'est pas la guerre. On peut être extraordinairement opposé, et franchement, on va voir, je suis persuadé, ce sera une campagne assez fracassante. Il y a des clivages entre la droite et la gauche, à la fois sur les politiques suivies, mais aussi sur la conception de la République, qui illustre en effet le comportement de M. Guéant, parce que cette conception-là de la République n'est pas la nôtre. Cette conception-là de la devise républicaine n'est pas la nôtre. Cette conception-là des valeurs qui nous fondent n'est pas la nôtre. Donc il y aura... Donc finalement, vous en félicitez de mais il y aura aussi... Finalement, vous en félicitez de ces déclarations. En quoi? Parce que vous dites que ce ne sont pas des valeurs qui sont les nôtres. Donc ce qui est peut-être... J'ai dit cette conception des valeurs. Oui, justement, donc c'est une chose qui vous paraît plus claire finalement. Non, je regrette franchement cette façon de faire. Parce que Martine Aubry a dit on a surréagi à cette affaire-là, on est tombé dans un piège. D'abord, je pense que c'est totalement prémédité ce qu'a fait Claude Guéant, que ce texte a été ciselé, qu'aucun mot n'est dû au hasard, que ça a été validé, que l'endroit où ça a été prononcé, c'est-à-dire le congrès d'une organisation universitaire proche de l'extrême droite, tout de même très à droite, n'est pas fortuit, que la cible était établie, que c'était l'islam, et que derrière tout ça, il y a une conception fausse. Cette conception fausse, c'est celle de l'inégalité entre les civilisations. On peut dire que les régimes politiques ne sont pas équivalents. Il dit
il y a un relativisme à gauche comme quoi, pour nous, tout serait pareil. Nous serions des multiculturalistes classiques. Et moi, je préfère la liberté à la servitude, je préfère l'égalité à l'injustice, je préfère la fraternité à l'égoïsme, je préfère la laïcité à la théocratie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une civilisation, par essence, est supérieure à nous. Je vais prendre un exemple. Mais est-ce que vous n'avez pas surréagi? Parce que finalement, l'idée de Martine Aubry, c'est de dire qu'il s'occupe des problèmes de sécurité, et nous, on ferait bien aussi de continuer à défendre notre programme et ne pas passer son temps à faire une sorte de cours d'histoire des civilisations à Claude-Guéant. Je suis totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire que ça ne doit pas nous détourner de ce qui est l'enjeu essentiel de cette élection présidentielle, c'est le redressement du pays. Ce sont les inégalités qui frappent en France, c'est l'échec sur le front du chômage, c'est le redressement des finances publiques, mais en même temps, oui, il faut assumer que nos conceptions républicaines ne sont pas celles-là. Et j'en dis un mot, je vais illustrer mon propos. Oui. Mais alors rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions. Je n'aime pas le régime iranien. Je n'aime pas ça. Mais pour autant, l'Iran est une grande civilisation. Et j'espère qu'un jour, les Iraniens retrouveront un régime conforme à ce que peut être une éthique démocratique. Mickaël va vous interroger sur la Cour des comptes. Moi, j'ai une petite question qui est un peu la rumeur en ville, si je puis dire, dans toutes les villes de France actuellement. Il y a beaucoup de gens qui disent, finalement, les fiscalistes sont débordés, l'argent fiche le camp, parce que les socialistes vont tellement imposer les classes moyennes qu'il y a de plus en plus de gens, ça nous rappelle évidemment 80, qui cherchent à optimiser fiscalement leur patrimoine, voire à partir. Non, écoutez, d'abord, je crois les Français plus patriotes. Vous avez entendu ça, oui, oui. Ensuite, les Français savent quand même, hein, on ne va pas non plus faire comme si c'était les chars soviétiques. Il n'y en a plus d'Union soviétique qui est arrivée sur la place de la Concorde. Je ne parle pas des chars soviétiques, je vous parle de la fiscalité. Oui, mais les Français ont une certaine expérience. Finalement, ils ont quand même eu 2 septennats de François Mitterrand, ils ont eu 5 ans avec Lionel Jospin, ils savent qu'un gouvernement socialiste est un gouvernement qui certes prend des mesures de justice et qui est un gouvernement de gauche, et nous serons un gouvernement de gauche, mais que nous savons aussi gérer les deniers publics. Et tout de même, je n'ai pas observé, moi, que le bouclier fiscal ait retenu des fortunes françaises ou fait revenir des fortunes françaises, et je peux dire que ce que nous ferons n'est pas confiscatoire. Donc j'ai envie de dire, les Français seront, je crois, davantage rassurés, y compris dans la gestion économique et dans la gestion des finances publiques, par une présidence François Hollande que par la présidence erratique, qui d'ailleurs a changé du tout au tout la gestion des finances publiques. Rassurer les capitaux, les grandes entreprises aussi. C'est pas honnêtement notre objectif principal, mais je ne crois pas du tout à cette inquiétude. Cette rumeur-là, elle me paraît un peu intéressée et exagérée. Et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, comme disait un certain pape, n'ayez pas peur. Donc vous n'êtes pas finalement, la candidature de François Hollande, c'est pas la candidature de l'anti-CAC 40, quoi. Non, c'est une candidature. C'est simple. Ce que veut faire François Hollande, c'est être le président de la justice. Justice qui a été perdue pendant ces 5 dernières années, et aussi la justice sociale, la justice fiscale, de la justice. Dans la justice, précisément, c'est les propositions qu'il a présentées lundi soir sur l'indépendance de la justice, l'efficacité de la justice, la justice. Ça, quand même, c'est l'ADN des socialistes, mais qui dit justice ne dit pas spoliation. Alors, Pierre Moscovici, rapport annuel de la Cour des comptes qui a été remis hier. Évidemment, il faudra redresser les comptes publics, mais il y a quelque chose de très important qui est à noter. La Cour des comptes dit que ce serait une erreur de supprimer, de faire le gel d'un fonctionnaire sur 2. Donc, vous préconisez de ce gel. Est-ce que c'est une erreur? Revenons quand même sur ce qu'est la Cour des comptes. Il se trouve que, c'est un hasard, François Hollande est membre de la Cour des comptes. Je suis aussi membre de la Cour des comptes. Et donc c'est donc une juridiction que nous connaissons et respectons. Et il faut savoir ce qu'est le métier de la Cour des comptes, il faut le dire. La Cour des comptes, elle juge les comptables publics, elle porte aussi un regard, une évaluation sur la gestion des finances publiques depuis ce qu'on appelle la loi organique sur les finances publiques. Et elle fait un rapport annuel. Et ce rapport est très important, il doit être entendu. D'abord, que dit-il ce rapport? Il faut commencer par là, pardonnez-moi. Il n'est pas en train de juger le programme de François Hollande, il est en train de juger la gestion de Nicolas Sarkozy. Et avant, j'ai lu ça, c'est ce que disait Mme Pécresse. C'est aussi des préconisations pour les candidats à l'élection présidentielle. Non, ne fait pas dire ça à la Cour des comptes, qui se garderait franchement d'interférer dans le débat présidentiel. Elle dit d'abord, et Mme Pécresse a dit c'est un problème pour François Hollande, c'est un problème pour Nicolas Sarkozy, que les efforts en matière de réduction des déficits ont été insuffisants. Et que les efforts en matière de réduction de la dette ont été insuffisants. Et puisque je parlais du bilan de Nicolas Sarkozy, rappelons quand même ces 600 milliards d'euros de dette publique, plus que sous Chirac et Mitterrand accumulés, qui ont été faits depuis 5 ans. Et donc, si vous voulez, la première chose, c'est comme une condamnation de ce qu'a fait le gouvernement, et c'est aussi un appel à réduire les déficits, et François Hollande a pris là-dessus des engagements. Après, non. Mais la question, c'est sur les fonctionnaires. Je vais y répondre. Parce que chaque mot compte. La Cour des comptes n'a pas dit qu'elle condamnait
les mesures proposées par François Hollande. Elle suggère un certain nombre de pistes. Et elle suggère celle-là. Nous n'avons pas choisi cette piste-là. Nous avons choisi d'autres pistes. Nous disons, pour redresser le pays, il faut supprimer 29 milliards d'euros de niche fiscale. La Cour des comptes parle de 15. Nous aurons un programme totalement autofinancé. C'est-à-dire que toutes nos mesures nouvelles, tout ce que nous proposerons, toutes les démarches qui seront proposées en direction des ménages, en direction de la relance de l'économie, des entreprises, des PME, PMI, parce que c'est ça qui pour nous est important, sera autofinancé par des économies concomitantes réparties entre les entreprises et les ménages. Et s'agissant des 1 sur 2, il y a, c'est vrai, un engagement qui est de nature différente, qui est de conserver la stabilité des effectifs dans la fonction publique. C'est une option. Nous l'assumons, c'est chiffré. Et en renonçant au gel de 1 sur 2, notamment parce que nous allons créer dans l'éducation nationale, sur le quinquennat, 60 000 postes, c'est-à-dire 12 000 par an, plus 1 000 emplois dans la justice et dans la sécurité. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Parce que, parlons quand même de notre système éducatif, ça compte même pour la Cour des comptes. Le système éducatif français, il est en train de reculer. Nous avons les taux d'encadrement qui sont les plus médiocres de l'OCDE. Nous sommes en train de reculer dans tous les classements PISA, justement ce classement de l'OCDE. Et donc, il y a là une priorité budgétaire que nous assumons, mais ce que je veux dire, c'est que... Qui sera financé. Ce que je veux dire, c'est qu'avec des options différentes, nous, parce que nous sommes ce que nous sommes un parti socialiste qui appuie son candidat, qui est le candidat de la justice encore une fois, et puis aussi l'innovation et de l'éducation. Alors, nous assumerons l'équilibre des finances publiques, mais avec ses priorités. Beaucoup de gens, pardonnez-moi l'expression un peu franche, tapent François Hollande sur un sujet qui est la renégociation du traité avec Angela Merkel, en disant mais pour qui se prend-il? Pourquoi renégocierait-il un traité qui a été signé non pas par Nicolas Sarkozy, mais par la France? Alors permettez-moi 2 secondes d'explication. Mais si vous prenez 2 secondes à chaque fois, voilà, il y aura plus. Nous avons tellement. Ce sont des sujets importants. Mais c'est le sujet important. Donc si c'est le sujet intéressant, ça va être 2 secondes. Alors j'y viens. Il se trouve que j'ai été ministre des Affaires européennes et que j'ai négocié certains traités. Et je voudrais que les Français comprennent que cette renégociation, elle est possible. C'est-à-dire qu'un traité, c'est quoi? D'abord un texte qu'on négocie, pas pour Angela Merkel, un texte qu'on approuve, un texte qu'on signe. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, va signer ce traité. Mais pour qu'un traité entre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Et de la manière la plus claire, ce que François Hollande dit, c'est la nouvelle majorité qui décidera de ratifier ou pas, elle est libre de le faire. Nicolas Sarkozy a la légitimité pour signer, nous avons la légitimité pour ratifier ou non. Et nous ne ratifierons pas ce traité s'il n'y a pas une réorientation de la construction européenne vers la croissance et vers l'emploi. Et si vous voulez, non seulement c'est possible de renégocier, mais je crois que c'est nécessaire. Moi, je passe mon temps, une partie de mon temps, à rencontrer des ambassadeurs étrangers. C'est l'argument que le président de la République va vous renvoyer perpétuellement. Même Mélenchon hier en meeting dit la même chose. Nous assumerons tranquillement cela. Et ce débat européen sera dans la campagne, pour une raison simple. C'est que l'Europe des conservateurs, Merkel-Sarkozy, l'Europe de l'austérité, l'Europe qui se précipite dans les plans de rigueur, puis ensuite davantage de dettes, puis la récession, cette Europe-là, elle échoue. Et ce n'est pas l'Europe que veulent les Français, qui attendent de la croissance, qui attendent de la solidarité, qui attendent qu'on mette en place des mécanismes, par exemple les eurobonds, qui sont capables de mutualiser les dettes et aussi, d'une certaine façon, de la monétiser à travers l'action de la Banque Centrale Européenne. Il faut un changement de la construction européenne. Je maintiens que c'est possible, je maintiens que c'est nécessaire. Nous aurons ce débat, nous l'assumerons. Et croyez-moi, le lendemain, Mme Merkel, chancelière, eh bien, elle négociera avec François Hollande, comme ça s'est toujours passé. Souvenez-vous d'Helmut Kohl et François Mitterrand. Alors, des petites questions très précises. Est-ce qu'il est bien protégé maintenant, depuis l'affaire de la farine? Il est protégé, oui. Combien de gens sont autour de lui? 14, et c'était de toute façon prévu. Est-ce que la candidature de Martine Aubry comme Premier ministre se précise? 20 secondes. Je pense que nous devons tous être au service du candidat et ne pas vendre la peau de l'ours et donc ne pas penser à nos destins personnels. Mais est-ce que ça se précise? Je viens de vous répondre. Une petite dernière question. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il veut se rapprocher du Parti socialiste. Est-ce que vous épongez l'affaire du capitaine de pédalo? Le capitaine de pédalo, c'est de l'histoire ancienne et je pense que Jean-Luc Mélenchon réalise une chose, c'est que la priorité des priorités, c'est de battre Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a encore un pas à franchir. Porte ouverte pour Jean-Luc Mélenchon. Non, la meilleure façon de le faire, c'est de voter pour François Hollande. Pierre Moscovici était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Mickaël, on se retrouve demain avec Valérie Pécresse.